Esprit School of Business. Au nom du professeur Tahar Belakhdar, directeur général du groupe Esprit, et M. Abdelrazak Bajdaï, président, directeur général du pôle industriel et technologique de Gabès, permettez-moi de vous souhaiter le bienvenu à Esprit et à cette conférence débat intitulée L'entreprise du XXe siècle, enjeux et nouveaux modes de management. Cette rencontre sera animée par notre invité, M. Jean-Paul Bachik, ex-professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers de Paris et président directeur général de l'agence Talent, Territoire et Développement. Donc merci, cher professeur, pour avoir accepté l'invitation et nous vous souhaitons le bienvenu à Esprit School of Business. Donc, comme vous le savez, cet événement s'inscrit dans le cadre du cycle annuel des rendez-vous scientifiques et technologiques du pôle de compétitivité Polytech Gabès et du groupe Esprit. Bienvenue à tous nos invités, responsables d'entreprise, enseignants et étudiants. Et on vous souhaite une excellente conférence. Merci. Et je cède la parole maintenant à M. Abdelrazak Bajdaï pour notre cher invité. Bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir de venir à Esprit. Je dois tout d'abord remercier notre cher ami et collègue et professeur émérite Simek Yursoul, qui a eu beaucoup de mérite pour développer l'enseignement de génie électrique à l'École nationale d'ingénieurs de Gabès, entre autres. On était collègues à un certain moment en tant que directeur des ISET. Il était le directeur de l'ISET de Radis et moi j'étais le directeur de l'ISET de Gabès. Donc on s'est connus et on connaît, nous avons également des amitiés communes, soit à Tunis, soit à Gabès, soit en France. Je remercie également Tahar Belakhdar, le professeur Tahar Belakhdar, pour sa disposition à collaborer avec les régions de l'intérieur et plus particulièrement avec le pôle de compétitivité de Gabès. C'est une première fois que je rencontre aussi Fawzi Kamoun. Je le remercie vivement pour la qualité de l'accueil et également l'organisation. Ça fait maintenant 3 ans que nous sommes amis, j'espère, avec M. Jean-Paul Bachik. On s'est rencontrés par hasard à travers un autre ami, Pierre Camon. Et on a commencé à travailler ensemble. Ce n'est pas la première fois qu'il présente des conférences en Tunisie. La dernière fois, il a présenté à l'École nationale d'administration sur également la gouvernance et la gestion en fait, de développement régional. Oui, puis la responsabilité. Et la responsabilité sociétale. Oui. Il a animé 3 conférences pour des industriels tunisiens, tels que le groupe chimique tunisien, la SNDP, la STEG, Alchimia, enfin toutes les entreprises tunisiennes, à la fois sur la responsabilité sociétale et sur également la gouvernance et les nouveaux modes de management des entreprises. Monsieur Bachik, il est à l'origine professeur d'économie, comme c'est marqué en fait, au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Ensuite, il a abandonné pour un parcours politique. Donc, il était maire de Sedan. C'est une ville dans l'est, le nord-est de la France, du côté de la frontière belge. Et ensuite, il était président du conseil général de la région Champagne-Ardenne. Ensuite député national au niveau de la France, ensuite député européen. Et depuis quelques années, il a abandonné tout. Et il a fondé sa propre société. C'est une société à un seul actionnaire, celui le patron, le décideur de cette société. C'est la société ou l'agence plutôt Talent, Territoire, Développement. Et nous collaborons avec cette agence depuis 3 ans maintenant. La vérité, c'est que c'est la première fois où le Sud envahit le Nord. Donc souvent, on fait nos activités à Gabès ou dans la région du Sud. Cette année, nous voulons élargir nos domaines d'action avec des partenaires privés et publics pour promouvoir notre structure, en fait, et également pour collaborer avec des institutions similaires. Et Tahar Belakhdar, il était très ouvert. Et nous lançons cette année la première série des rendez-vous scientifiques et technologiques Polytech Esprit. C'est la première conférence. La semaine prochaine, il y aura une deuxième conférence sur
l'efficacité hydrique dans l'industrie et la digitalisation, qui va être animée également ici. Ils sont l'un des établissements d'esprit. Et il y aura des cycles de perfectionnement sur le génie climatique, sur également l'efficacité énergétique, sur la transition énergétique. Nous avons une série d'actions qui vont être organisées au cours de l'année 2023. Mara Okhra, Barakallahu Fik, et j'espère que vous allez être très intéressé par le sujet de la conférence et vous allez manifester votre intérêt à travers le débat qui sera effectué avec M. Bachi. La seule chose, M. Bachi, c'est l'ancienne école, il n'utilise pas de transparent, donc il va parler. Tenez. Merci. Je pense que le micro, je dirais, cravate suffit et vous pouvez m'entendre correctement. D'abord, je voudrais remercier la direction de cette école de me faire l'honneur et l'amitié de me recevoir ce matin et confirmer ce que vient de dire notre ami Jedi. Il se trouve que dans le cadre de l'activité de cette petite entreprise que j'ai créée depuis maintenant 6 ans, le hasard m'a mis en relation avec Polytech, Gabès, et ça m'a intéressé pour 2 raisons. D'abord parce que quand on parle de la Tunisie en France, on parle bien sûr de Tunis, un peu moins, mais quand même un peu de Bizerte ou de Sfax, on ne parle pas du sud tunisien. Et donc ça a été pour moi une vraie découverte que de connaître cette partie de votre pays où la vie est sans doute plus difficile, on approche du désert, mais qui décèle des potentiels de toute nature. Et c'est vrai que ça m'a motivé parce que je me suis dit, mais il y a beaucoup à faire et comme la France est amie de la Tunisie, pourquoi pas essayer de travailler la main dans la main avec cette structure transversale et intéressante, très riche, très dynamique qui est Polytech. Ça, c'était le deuxième élément d'intérêt, c'est que Polytech, c'est une plateforme qui regroupe des structures de formation, des écoles, des universités, mais qui est ouverte aussi sur le monde économique, sur les coopératives agricoles, sur le groupe chimique tunisien. Il y a de grosses activités industrielles sur Gabès. Et cette complémentarité entre le monde économique et la connaissance, l'apprentissage à travers les structures d'enseignement supérieur qui se trouvent là-bas, m'a convaincu qu'il y avait des choses intéressantes à faire. Motiver des investisseurs français d'aller là-bas et puis contribuer à élargir un petit peu les échanges, les partenariats de ce bassin de vie qu'est le bassin de Gabès et plus globalement la Tunisie, qui est un pays qui, à l'heure actuelle, vu de France, nous paraît quand même souffrir et connaître quelques difficultés, mais qui reste un pays plein de potentiel et que nous adorons parce que on parle beaucoup des relations entre la France, l'Algérie, le Maroc. On parle peut-être un petit peu moins de notre amitié, de notre attachement à la Tunisie, mais en tout cas, sachez qu'il y a l'esprit, il y a l'intérêt de tout cela. Quand on parle de management, finalement, quelles sont les grandes tendances ou quelles sont les nouvelles idées ou les nouvelles méthodologies qu'on met en œuvre un peu partout aujourd'hui pour adapter au mieux les entreprises, petites, grandes ou moyennes, au contexte et faire en sorte qu'elles jouent correctement leur rôle économique, bien sûr, gagner de l'argent, développer, apporter des solutions, des produits, des services qui répondent aux besoins des populations, mais aussi avoir une dimension peut-être plus liée à l'intérêt général. L'entreprise, elle est faite, bien sûr, d'abord pour une finalité économique, rémunérer ses actionnaires et être performante, mais elle a aussi des devoirs dans un certain nombre de domaines. C'est ce que l'on appelle, on a pu appeler la dimension sociale de l'entreprise, la problématique qui aujourd'hui est incontournable tant deviennent complexes les attentes des populations actives ou entreprises ou populations qui sont clientes des entreprises et complexe également l'univers qui nous entoure. Alors, les éléments de contexte. J'évoquerai 3 idées. Les professeurs et les étudiants déjà maîtrisant bien les choses ne seront pas
étonné ou surpris de me voir d'abord évoquer ce qui est une évidence, c'est les conséquences de la mondialisation, l'interdépendance de plus en plus étroite des pays et des économies les unes par rapport aux autres. J'en donnerai deux exemples. On a vécu et on vit encore aujourd'hui une pandémie qui a un impact sur le plan économique considérable, qui a freiné les échanges, qui a freiné la mobilité, qui a été un facteur de repli des pays, des sociétés, les unes sur les autres, qui aujourd'hui encore a un impact considérable, y compris d'ailleurs dans le secteur spécifique de l'activité économique qui est l'économie de la santé. On découvre qu'il faut des vaccins qu'on n'a pas inventés. On a une guerre féroce entre de grandes entreprises et de grands laboratoires pour savoir quel sera le pays, quel sera le laboratoire qui va avoir le leadership pour emporter, voire conquérir des monopoles sur ce marché inattendu, mais vital pour la planète et la population qui l'occupe. Tout le monde est concerné, le monde entier est concerné. Deuxième élément, alors plus récent, c'est cette guerre qui existe, qui se développe sur un territoire somme toute limité, la frontière est de l'Ukraine, mais cette guerre, son impact est aussi énorme. Il crée des problèmes en termes de sécurité alimentaire pour certains pays. Vous êtes bien placé pour le savoir, avec la ressource de céréales et autres. Cette guerre crée une crise sur la distribution de l'énergie. Et ça enchaîne en cascade des conséquences colossales sur la vie quotidienne de toutes les petites entreprises, de toutes les grandes entreprises, qu'elles soient françaises, allemandes, américaines ou tunisiennes. Donc on a un contexte, un poids du contexte extérieur ou de la contrainte extérieure qui est devenu énorme. Avant cela, on avait cette idée que la croissance d'une entreprise, la croissance d'un pays, est aussi liée à l'élargissement de son marché. L'export devient la clé de la survie d'une entreprise, et qu'il s'agisse d'exporter pour vous des produits agricoles d'une qualité exceptionnelle, des dattes, des grenades, des fruits et légumes, bien d'autres choses encore, qu'il s'agisse pour les pays européens d'exporter des avions, des voitures, qu'il s'agisse finalement de survivre. On ne peut survivre que si le marché s'élargit et que si les mouvements d'import-export se développent, et se développent massivement. Autre tendance liée à la mondialisation, c'est que la mondialisation fracture l'économie. D'un côté, on a des grands groupes qui ont dépassé la taille des États. Les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui dominent le monde, qui échappent à tout contrôle fiscal, réglementaire, qui font balader les capitaux, les investissements par-delà les frontières et de façon invisible. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément clé aujourd'hui, c'est que l'économie est devenue une économie numérique et que l'outil numérique permet de créer des flux économiques, des flux financiers, des systèmes de décision de plus en plus rapides et qui échappent à la dimension locale, qui échappe même à la dimension nationale. Dans ce rapport de force, effectivement, des pays dominent d'autres pays, et derrière cette mondialisation de l'économie, on voit réapparaître, ou on voit s'affirmer des querelles, des problèmes d'équilibre, voire des menaces de guerre entre des grands blocs
qui représentent autant de continents menaçant les uns les autres parfois notre avenir. Le paradoxe de tout ça, c'est que ça n'a pas empêché la floraison de ce qu'on appelle les start-up. Jamais on a créé autant d'entreprises qu'aujourd'hui. Des petites entreprises, des micro-entreprises qui occupent des niches, qui ont inventé des prestations, des services, des produits uniques et qui sont dans un système de sous-traitance par rapport aux grands groupes qui dominent les marchés. Et cette structuration différente de l'économie, elle nous éloigne effectivement des systèmes de l'économie de marché du 19e ou du 20e siècle, où vous aviez effectivement déjà cette différence entre grandes entreprises et petites entreprises, mais aujourd'hui le système explose. Et comment une entreprise peut dans tout cela se positionner, définir sa stratégie, arriver à conquérir son espace vital? Eh bien, nous sommes effectivement au cœur du sujet. On est au cœur du sujet aussi quand on parle de délocalisation des activités. Des pays comme la Tunisie peuvent se sentir fragiles par rapport à des vieux pays comme le nôtre. Non pas parce que il y a encore les scories de la période de la colonisation, mais tout simplement parce qu'il y a des pays qui paraissent plus riches que d'autres. Bien, oui, mais nos vieux pays, qu'on dit riches, sont en train de s'appauvrir, sont en train de se fragiliser, et l'emploi qu'il y a chez nous a tendance à partir, parfois, de plus en plus vite, vers des pays où le chef d'entreprise se dit que ses marges seront plus importantes parce que les salaires sont plus bas, parce que les coûts de production sont plus bas, et parce que ces pays eux-mêmes qui se développent commencent à offrir des marchés ou à ouvrir des marchés qui n'existaient pas auparavant. Donc voilà des premiers éléments de contexte et de réflexion sur lesquels je pense qu'il est important d'avoir conscience exactement de ce qui se passe et surtout de l'accélération infernale des mouvements et des évolutions qui se produisent. Le deuxième volet, j'irai plus vite parce que j'en ai déjà un petit peu effleuré le début du début, c'est la révolution technologique. Ça c'est banal. Mais finalement, l'histoire industrielle et l'histoire économique des 2 ou 3 siècles passés, ce sont des sauts technologiques successifs. L'ère industrielle de l'Europe du 19e siècle, ça a été l'apparition du machinisme industriel, y compris avec ce qu'il crée de facteurs d'exploitation. Charlie Chaplin et la caricature qu'il fait du travail à la chaîne, le taylorisme, oui, le travail humain est encore important dans cette période, mais la machine a servi l'homme, crée des cadences, crée les bases d'une économie et d'une production de masse standardisée qui répond aux besoins croissants du marché. Deuxième stade de cette révolution, le passage à l'automation. Une partie du travail manuel qui restait encore à assumer, ce ne sont plus maintenant des hommes qui l'assument, mais des robots. Allez visiter une usine de montage d'une automobile, vous verrez de façon impressionnante ces énormes machines qui déplacent les pièces, qui les positionnent de façon différente, qui soudent, qui coupent, qui percent, qui usinent la pièce de métal dont on va faire le carter d'un moteur ou tel ou tel engrenage d'une boîte de vitesse. Et puis le troisième stade, c'est l'économie numérique. L'économie numérique qui a comme conséquence que la localisation de l'emploi n'a presque plus de sens. On travaille à distance. Alors, c'est aussi une conséquence de l'épidémie.
Ah, faut plus que les gens se touchent. La distanciation sociale, terme horrible. Vous vous rendez compte, hein? Bon. C'est-à-dire, on ne peut plus se voir, se toucher, se rencontrer. Non, il faut travailler forcément, éloigner les uns des autres par le biais d'un écran. Et bon, ça déstructure considérablement le travail. En même temps, ça donne des éléments de flexibilité extraordinaire, de compatibilité entre la vie professionnelle et ses contraintes et la vie personnelle ou familiale. On peut rester chez soi tout en étant dans l'entreprise, ou en étant dans le réseau numérique qui fait que l'on est en contact avec le reste du monde. Révolution fantastique dont on n'a pas encore mesurer toutes les conséquences. Rien que dans une école comme celle-ci, une réflexion intéressante à faire serait de mesurer, quand on parle de ce télétravail, l'implication que ça peut avoir, non seulement au niveau des technologies à mettre en place, mais aussi au niveau de la restructuration ou de la déstructuration de ce qui faisait l'activité salariée ou l'activité de travail dans le passé. Souplesse extraordinaire, mais en même temps et aussi désocialisation de ce que le travail pouvait apporter, parce que le travail, ben, c'est des équipes, c'est des collègues, c'est une vie qui est parallèle à la vie personnelle et familiale, mais qui avait au moins une dimension collective riche, féconde en apprentissage de ce qu'est tout simplement la vie en société. Et puis le troisième élément de contexte, c'est le défi environnemental et climatique. Beaucoup d'imbéciles ont nié jusqu'à il y a peu, y compris les plus hautes autorités d'un grand État comme les États-Unis, que le réchauffement climatique était une réalité. Ah oui, on y est. On y est et ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas et toutes les prévisions qu'on peut mettre sur la table montrent que s'il n'y a pas effectivement une rupture dans les pratiques, dans la façon dont on travaille encore aujourd'hui, dont on utilise tel ou tel type d'énergie, bah, les conséquences risquent d'être encore plus ravageuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et bien entendu, il y a des réponses à cela. Il y a des réponses à cela, mais les réponses, elles ne peuvent pas ne pas poser un certain nombre de questions fondamentales sur l'environnement de notre planète. La guerre de l'eau, elle est pour demain. La guerre de l'énergie, les problématiques de souveraineté en matière énergétique et même en matière alimentaire, ça va se poser d'une manière de plus en plus brutale et de plus en plus crue. Je m'arrête là pour ne pas être trop long, mais comment ne pas voir à l'évidence que ce chambardement fondamental va à la fois créer pour les entreprises, quelles qu'elles soient, des contraintes énormes et des conditions de fonctionnement peut-être beaucoup plus difficiles, mais en même temps, l'évolution de ce contexte que je décris, les enjeux que je viens d'évoquer, ça ouvre des perspectives de marché, ça ouvre des activités nouvelles, ça requiert la création de nouveaux métiers, ça va modifier fondamentalement les systèmes de décision, ça va bouleverser l'organisation interne des entreprises et la manière dont elles vont travailler, ça va créer de nouvelles clientèles. Donc il y a le versus pessimiste et puis il y a le versus optimiste. Et en tout cas, tout ça nécessite qu'on réfléchisse sérieusement pour demain sur ce que c'est que la croissance économique, sur ce que c'est que la croissance d'une entreprise et la façon de la gérer d'une manière équilibrée et conforme quand même à une volonté de survie de l'humanité à laquelle, je pense, nous sommes tous et toutes très attachés. L'entreprise, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un outil finalement très complexe. Là, je vais aller plus vite pour laisser un peu plus de temps pour
la troisième partie de mon propos. L'entreprise, c'est d'abord un cadre juridique. C'est une entreprise privée ou publique, en fonction de qui sont ses actionnaires. C'est une entreprise qui peut avoir un statut de société anonyme, de société en nom personnel, de SARL. C'est une entreprise dans laquelle on définit le rapport entre l'actionnaire, qui est en principe celui à travers lequel se définit le cadre juridique de la société, et ses collaborateurs, ses salariés. De ce point de vue, le droit n'est pas le même tout à fait selon les pays. Un pays, par exemple, original, dont on parle souvent comme d'un exemple, d'ailleurs, qu'il est exemplaire sur certains points, qu'il ne l'est pas beaucoup sur d'autres, celui de l'Allemagne. En Allemagne, le facteur travail et le facteur capital sont mis sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'on considère qu'une entreprise ne peut exister que quand elle a des actionnaires et quand elle a aussi des salariés qui ont un contrat de travail avec l'actionnaire X, Y ou Z, quel qu'il soit. Ce système de parité et d'équilibre, eh bien, il a généré des formes de cogestion, des formes de partenariat dans un pays comme l'Allemagne, qui ont été, je pense, un des facteurs essentiels de la paix sociale qui existe dans ce pays, un peu plus que dans la moyenne des autres pays du monde, et notamment notre beau pays qui s'appelle la France, ou le vôtre qui s'appelle la Tunisie. En France, on a un critère pour expliquer ce qu'est le contrat de travail. Le contrat de travail est un contrat de subordination. C'est-à-dire que celui qui travaille pour l'entreprise se met à la disposition et travaille dans un lien de subordination par rapport à celui qui l'emploie. Ce n'est pas du tout la même conception que la conception allemande, par exemple, de l'entreprise. Et puis, une entreprise, c'est aussi une communauté humaine. La communauté humaine, c'est bien. Gagner sa vie, bon, mais comment, avec quelle rémunération, quelle sécurité, quelle est la vraie motivation de chacun et chacune d'entre vous quand demain il travaillera dans une entreprise qui fait que vous vous lèverez le matin en ayant le bonheur au cœur d'aller travailler, ou au contraire vous traînerez les pieds en disant mais j'ai pas la motivation, on m'a pas expliqué pourquoi je devais faire ci plutôt qu'autre chose. Tous les éléments complexes d'une communauté humaine sont là, au cœur de l'entreprise. Les ambitions, les jalousies, les querelles de clans, les problématiques de pouvoir, dans la vie économique et dans la vie de tous les jours, qui est une entreprise, petite, grande ou moyenne. Donc voilà, un contexte général qui bouge énormément, défini par rapport à des critères, et les critères ils peuvent être différents les uns des autres. Mais enfin, quand même, il y a un certain nombre de réflexions, un certain nombre d'études, de bouquins, de toutes choses qui ont mis en avant au cours des dernières années un certain nombre de préconisations ou un certain nombre de principes. C'est là-dessus que je terminerai. Je ne vais rien inventer. Tout ça, ce sont des éléments que l'on peut qualifier de stratégie ou de principe d'économie. Aujourd'hui, dans les systèmes de sous-traitance qu'on applique, par exemple, dans l'automobile ou l'aéronautique, vous n'avez plus de commande si vous êtes un sous-traitant, si vous n'êtes pas normalisé, certificateurs qui vont vous labelliser et qui vont garantir à votre donneur d'ordre et à celui qui vous passe commande que vous êtes effectivement le meilleur et que vous avez minimisé, voire réduit à néant tout défaut. Il y a parallèlement dans la structure de l'entreprise à la ligne hiérarchique, il y a ce qu'on appelle les fonctions support. La gestion des ressources humaines, par exemple, c'est aussi une fonction support. La qualité du recrutement, la qualité de la formation en interne, la façon dont on va motiver les gens, le système d'information et de communication interne, de responsabilité.
Vous avez tous entendu parler de la direction participative par objectif, de la DPPO, de la GPPO, de la gestion participative par objectif. Bien, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement l'idée que pour motiver les gens, pour bien définir la façon dont ils vont travailler, ben, il faut un cahier des charges. C'est-à-dire définition des fonctions et définition des objectifs. Monsieur, vous allez servir à ça, vous allez vous fixer pour l'année qui vient tel et tel point à réaliser, tel ou tel type de performance, qui peut s'appliquer d'ailleurs aux économies d'énergie ou à la mise en œuvre de normes ISO dans de bonnes conditions. Apprécier comment ça marche, en tout cas motiver les gens par rapport à un but précis qui peut être quantifié, mesuré de 36 000 manières, soit en termes physiques, le nombre de pièces produites, le nombre de résultats de vente, bref. Principe d'évaluation, donc. Et puis, je terminerai par deux autres principes. Découle de ce principe d'évaluation un autre que j'appellerais le principe de professionnalisation. Qu'est-ce que c'est qu'être un bon professionnel? C'est le diplôme ou c'est la pratique? Évidemment, c'est les deux. En tout cas, professionnalisation, réfléchissez aussi là-dessus parce que c'est complexe, mais qu'il s'agisse de tâches manuelles, qu'est-ce que c'est qu'un bon plombier professionnel ou un bon couvreur professionnel? Le modèle américain, là, c'est du teasing permanent. Hein. Il faut démontrer tous les jours qu'on est le meilleur sur le dos du copain et on n'est pas sûr du lendemain, c'est-à-dire qu'on a en permanence un système de remise en cause, principe que je viens de rappeler, d'évoquer, qui ne sont pas une invention, hein, qui sont une reformulation peut-être en termes un peu méthodologiques ou clairs ou cartésiens à la française de ce que sont des modes de fonctionnement que vous connaissez. La mise en œuvre de ces principes d'organisation, ils sont évidemment à adapter en fonction de chaque cas, de chaque entreprise. Aucune n'est finalement la clé du succès, mais la combinaison ou la capacité de trouver entre ces différentes démarches le bon équilibre, c'est ça qui fait le succès finalement ou l'échec. On a évidemment à régler des tas de problèmes. Comme maire, moi j'ai eu à présider les conseils d'administration d'un hôpital où il y avait 600 personnes et j'ai fait toutes les commissions paritaires avec les syndicats. Je peux vous dire que c'est formateur. Un petit peu ce que j'avais pu agiter dans ma cervelle ou ce que j'avais pu agiter dans la cervelle des étudiants du CNAM. Et puis enfin, il y a un élément aussi qui a été très très important, c'est que la région que je présidais, qui est la région du Champagne. On va tous vers le modèle américain, mais plus encore vers un modèle où il n'y a plus de salariat. Est-ce que c'est un bon modèle? Comment va être l'entreprise dans l'avenir à ce sujet? Je vous donnerai un seul exemple. On a un peu un décalage encore par rapport à vous en ce domaine. Mais dans les stations-service en France, il n'y a plus personne à la pompe. C'est vous qui faites le travail. Bien. Sur les autoroutes payantes, il n'y a plus personne dans les caisses. Ça marche avec la carte bleue. Vous avez votre codification et qui sert pour tout la rémunération des actes médicaux que vous avez à subir. Pour payer le médecin, pour payer les médicaments, pour payer l'hôpital, etc. Bien. Le système de protection sociale en France est un des meilleurs du monde et il y a une partie des soins majeurs qui est gratuite, qui est directement prise en charge. L'introduction de cette carte vitale a supprimé 250 000 emplois dans les caisses d'assurance maladie, qui étaient des employés qui faisaient manuellement le relevé
la feuille de soins ou de l'ordonnance pour acheter tel ou tel médicament. Donc, vous avez raison, c'est terrible. Mais vous avez quand même, encore aujourd'hui et pour longtemps, des secteurs qui sont des secteurs où la main-d'œuvre reste indispensable. Le taux de croissance aujourd'hui, en Europe, en Tunisie, je pense que ça doit être la même chose, du secteur du transport routier, c'est plus 7% par an. Et un camion nécessite 2 chauffeurs, parce que le camion, plus il roule 24 heures sur 24, plus c'est rentable, mais les gars ne peuvent pas... Donc on a un besoin énorme aujourd'hui, encore en France, de recruter, de former des chauffeurs poids lourds. Bien. Alors on peut critiquer, on peut dire mais pourquoi pas le train, pourquoi pas le bateau, pourquoi pas... Oui, bon, alors ça c'est aussi une des dérives d'une économie fondée sur la mobilité et l'échange, qu'il faut qu'il y ait des véhicules et que le camion, il livre de porte à porte et il est malgré tout, son côté polluant, dangereux sur les routes, il reste incontournable. Vous prenez l'économie, ce que j'appelle l'économie des loisirs, et l'économie de la prise en charge du troisième âge. Économie des loisirs, c'est la culture, c'est le tourisme, c'est tout ça. Hein. Le troisième âge, c'est pas seulement les établissements d'accueil pour personnes âgées, c'est aussi tout le développement du travail à domicile, de la prise en charge quelques heures par semaine, du vieux monsieur ou de la vieille dame. Là, il y a une explosion du nombre de demandes d'emploi en ce domaine. Troisième secteur, qu'est-ce qu'on fait des pailles, qu'est-ce qu'on fait de toute une série de tonnages énormes qui traînent et dont on ne fait rien. On peut en faire des granulés de chauffage, on peut en faire du compost, on peut en faire du gaz méthane, on peut en faire même de l'hydrogène vert, qui est peut-être le combustible de demain, capable de remplacer le pétrole. Bon, donc, oui, il y a un déficit, mais moi je ne crois pas quand même à la fin de l'activité humaine. L'essentiel étant de créer des filières professionnelles, des filières de recrutement, de formation correspondant à ces nouvelles opportunités et à ces nouveaux besoins du marché. Je suis plus mal à l'aise pour répondre à votre deuxième question, parce que je ne connais pas assez votre pays pour donner des réponses pertinentes. Essentiel au progrès, la connaissance et une catégorie de jeunes qui rentrent dans la vie active avec un bon niveau et en même temps des ressources naturelles qui ne demandent qu'à être mieux exploitées, mais ça patauge, ça patine. Quelle est la clé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est dans vos mains en tout cas. Elle est dans vos mains et c'est à vous de trouver les solutions institutionnelles, politiques, économiques qui conviennent. Sachez que je regrette parfois que mon propre pays n'ait pas fait assez, non pas pour vous, mais avec vous. Et qu'on ait des créneaux sur lesquels la France devrait être, à mon avis, plus présente, plus active pour vous accompagner. On a aussi tout à y gagner. Peut-être vous avez répondu à monsieur qui a posé la question par rapport à la main-d'œuvre. En fait, il y a de nouveaux, je pense qu'il y a de nouveaux emplois qui sont en train d'être créés par les nouvelles technologies, notamment au niveau des sites, des blogs, tout ce qui est applications. Et là, nous sommes chanceux en tant que Tunisie, en tant que notre pays. Nous sommes en train d'exporter nos connaissances. Malheureusement pour nous, heureusement pour eux. Oui. Je pense que les Tunisiens, nous sommes sollicités par notre compétence en matière de pas mal de. Si peut-être qu'il y a de la main-d'œuvre qui est en train de. Vous avez tout à l'heure évoqué la main-d'œuvre au niveau du traitement des déchets, au niveau des.
certains emplois, mais je pense que pour les jeunes, notamment pour les jeunes d'aujourd'hui, et bien évidemment, bien particulièrement au niveau de Esprit Business School, on est en train de former des compétences de haut niveau et à exporter même, et à être sollicité, pas uniquement au niveau de la Tunisie, mais partout dans le monde et premièrement par la France. Merci. Je mets un peu d'eau dans mon vin parce que, oui, vous avez raison. Mais je dirais même, on l'a observé dans les générations précédentes. Hein. Bon, les robots suppriment des emplois, mais il faut aussi créer des emplois pour créer les robots. Bon, et ça, c'est de la matière grise. C'est-à-dire que les emplois se transforment. Hein, et la part de matière grise, d'intelligence dans l'activité économique, elle est de plus en plus stratégique. Bien. Simplement, bon, il n'y a pas de remplacement nombre pour nombre, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que l'emploi se transforme. C'est vrai que les nouvelles technologies. Je ne suis pas un archaïque hostile aux nouvelles technologies. Hein. On a envie, elles apportent des services et une vision du monde extraordinairement riche. On peut le retrouver ou le remobiliser sur d'autres secteurs d'activité. Je citais tout à l'heure la problématique, si vous voulez, de l'économie circulaire. C'est effectivement un gisement d'emploi important. Tout ce que sont, par exemple, les métiers de la sécurité. Alors, vous êtes spécialiste de tout ce qui touche à l'informatique, manifestement, et vous maîtrisez... D'accord, très bien. Bon, je dirais que la sécurité, c'est aussi la sécurité des process d'information et de communication. Donc on retrouve là des nouvelles technologies qui sont créatrices d'emplois. Et vous avez raison de dire que vous avez en Tunisie là-dessus des pôles d'excellence qui font, je dirais, envie dans le monde entier. Hein. Bon, ok, mais je dirais que peut-être à l'heure actuelle, on voit s'accélérer des migrations de diplômés de votre pays vers des pays d'Europe et que pour vous, attention quand même, gardez-les. Gardez-les. Alors là, on touche d'autres problèmes. C'est des problèmes de politique salariale, de statut de personnel. Bah oui, je dirais que si les gens partent, c'est aussi parce qu'ils sont mieux payés ailleurs. Est-ce que faire les 7 en même temps, on sait pertinemment que ce n'est pas réellement faisable en termes de timing, mais quels seraient selon vous les principes les plus importants pour se lancer dans cet enjeu? Une grande entreprise comme la GCT, hein, le phosphate, le groupe chimique tunisien. Bien, cette entreprise, elle est une entreprise d'État. Elle est traversée aujourd'hui par de multiples contradictions entre ses modes de management qui tiennent à son statut d'entreprise publique et les contraintes qu'elle a en tant que multinationale ou en tant qu'entreprise insérée sur un marché mondial qui doit abandonner un petit peu toutes ces mauvaises habitudes héritées de son statut d'entreprise publique et devenir vraiment, je dirais, un tigre sur le marché international. Mais ça, c'est pas gagné. Et là, dans une entreprise comme celle-là, je dirais que pratiquement l'ensemble des principes que j'évoquais sont à mettre en œuvre, ou du moins à travailler, à étudier. Bon, mais une PME de 10 personnes, voire une entreprise moyenne, selon la nature de son activité, ça peut être totalement différent. Il n'y a pas de recette. Il n'y a que du pragmatisme en ce domaine et du savoir-faire du manager ou de ceux qui l'entourent. D'adapter un petit peu les outils en fonction de ses contraintes et de ses caractéristiques. L'essentiel, ça ne suffit pas d'éviter les conflits pour être une entreprise performante. Mais moins on a de conflits, mieux c'est quand même. Or, on est dans un monde aujourd'hui où la tendance au conflit et à l'individualisme est quand même très prégnante. On est contre. On ne sait pas pourquoi on est pour, mais on est contre par principe. Ah ben oui, c'est facile.
On n'est pas content, donc on est contre. Contre quoi? Et pour mettre en place quoi? Qui? Comment? Avec quels moyens? Et pour quel calendrier? C'est pas évident. Hein. Alors, ça se passe dans la sphère politique, ça, mais ça se passe aussi dans la gestion quotidienne. Bon, et puis, alors, le repli sur soi, l'individualisme. Hein. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est du moral de la population tunisienne. Je n'ai pas l'impression qu'il soit au beau fixe. En France, on a aujourd'hui une espèce de recroquevillement des gens sur soi. Alors, il y a eu le Covid. Hein. Ah, restez chez vous. Confinement. On ne voit plus son voisin. La distanciation sociale. Je disais tout à l'heure que c'est terrible, les ravages qu'a fait ce concept. Moi, j'ai des bons amis qui sont des gens vivants, toniques, qui ont eu une vie sociale, professionnelle, ouverte, etc. Quand je les invite à dîner chez moi, ils disent « Ah non, 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 c'est dangereux. » Ils sont tombés sur la tête. Ils sont tombés sur la tête. Et la peur de l'autre, les médias distillent en permanence une espèce d'image catastrophique où il n'y a que du négatif. C'est essentiel. On crève de ça aujourd'hui. Du besoin de retrouver la convivialité, l'équipe et le sens du collectif. Enfin, moi, c'est pas scientifique ma réponse. Hein. Elle est très approximative, mais je pense qu'elle est quand même pas fausse. Tout de suite, je saisir un peu l'objet. D'abord, je voudrais remercier un de mes meilleurs amis que je viens de connaître il y a 2 ans. Tous les matins, il m'envoie un cadeau. Ah, vous êtes gâtés, hein? Tous les matins, je reçois un bouquet de fleurs. C'est Abdelzer. Pas moi, hein. De temps en temps. Moi, il me fait travailler. Hein. Il n'y a pas un transporteur. Qui nous offre aujourd'hui un autre bouquet. C'est vous. Oh, c'est flatteur. Parmi nous pour pouvoir nous raconter ces histoires de notre génération. Parce que ce pays et tous les autres pays de notre génération ont très bien vécu à l'époque. Et aujourd'hui, lorsque je vois cette jeunesse qui est vraiment une très grande richesse de la Tunisie, et qui se pose la question de leur devenir, et nous sommes justement interrogés, notre génération, pour pouvoir apporter une réponse. Lorsque je fais le bilan d'une année de 60 ans d'activité dans l'enseignement supérieur, on s'interroge un peu, on se culpabilise. Parce que cet instrument qui est l'enseignement supérieur doit être un instrument d'innovation, de veille technologique, de savoir qu'est-ce qui va se passer d'ici 1 ou 2 années, pour qu'on puisse préparer justement nos jeunes à être bien accueillis par le marché du travail. Or, l'université francophone que nous avons été aussi a de grandes qualités, mais elle a de bien grands défauts. C'est que elle a pris comme attitude, pour la majorité des universités, pour former bien nos cerveaux. Beaucoup de sciences. Et le marché du travail, ils s'en foutent un peu royalement. Ils ne préparent pas aux jeunes à ce marché du travail qui est mouvant, et donc ils estiment que c'est le rôle du marché du travail de donner le complément de formation de métier à nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants ne bénéficient plus de cette administration qui recrute en abondance. Le marché du travail est devenu plutôt entre les mains de sociétés privées, et il décline 2 qualités qu'il doit avoir un cadre supérieur. C'est d'abord d'avoir une excellente qualité de communication pour qu'il soit international. Et ensuite, on le demande très gentiment s'ils n'ont pas 3 années d'expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il compte sur une entreprise qui apprend le métier à un jeune, et pour une poignée d'euros, il le pique aux concurrents. C'est cette problématique que j'ai vécue ici aussi en Tunisie, et qui m'a permis, avec mes amis, les jeunes retraités, on est devenu de moins jeunes retraités aujourd'hui, pour monter cette institution. Comment monter
un établissement d'enseignement supérieur dont le seul souci, c'est le marché du travail. C'est l'objet d'esprit. Esprit formé autrement, c'est être attentif au marché du travail, partir des besoins du marché du travail et faire du curricula qui correspond à ce besoin, et former d'excellents enseignants qui sont de grands professionnels et qui ont appris leur métier de formateur. C'est le challenge que nous avons monté il y a pratiquement une vingtaine d'années, en croyant que si on allait réussir ce challenge, il y aurait peut-être un succès pour un établissement d'enseignement supérieur privé. Et bien cette idée que j'avais montée avec deux de mes amis qui sont absents aujourd'hui, M. Mohamed Jaouer, qui est à l'origine de la création de Business School, et de Sina Saramar, qui aujourd'hui qui est ministre de la Communication et qui est avec moi. On a créé cette école d'ingénieurs d'abord, l'école de business après, pour servir le marché du travail en haute compétence. On avait dans notre tête à l'époque, si on réussissait notre challenge, d'avoir 500 étudiants tout nouveaux confondus, si on réussissait, parce que le privé n'est pas en odeur de sainteté en Tunisie, puisque nous avons l'école de la République, qui a en charge et le droit de former nos enfants comme nous avons été formés par cette école publique. Ben ce projet aujourd'hui, il a réussi d'une façon insolente. Il y a un établissement privé, parce que moi je n'aime pas beaucoup le privé aussi, je suis de l'école de la République et en plus je suis un seul gauchiste, a réussi aujourd'hui de faire venir plus de 14 000 étudiants qui ont abandonné leurs droits donnés par leurs impôts dans le public parce qu'ils ne pensent pas au marché du travail et qui viennent vers nous et chaque année ils sont un peu plus nombreux. Alors la question que je me pose, pourquoi tout le monde ne se suit pas de ce marché du travail qui est l'objet de l'enseignement supérieur? L'enseignement supérieur, on n'y étudie pas, c'est le dernier segment entre les études qui sont secondaires et le marché du travail. L'enseignement supérieur, c'est préparer nos enfants à l'exercice de leur métier de futur. C'est cette réussite, au lieu que mes collègues de l'enseignement supérieur public copient pour que tout le monde puisse servir nos enfants, ben ils sont en train aujourd'hui de faire tout pour démolir le concept, parce que l'humanité aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de casser quelque chose qui fonctionne bien que de monter quelque chose avec beaucoup de difficultés pour servir les autres. Et je retiens votre idée. Notre génération d'indépendance a été formée en grande majorité par des salopards. Parce qu'on était parti très pauvre de la Tunisie le lendemain de l'indépendance. Et l'ascenseur social était là pour tout le monde. Et cette réussite de la Tunisie à l'Afrique, on pensait qu'elle allait servir d'une façon équitable tous les Tunisiens. Ce n'est pas ce modèle économique qui a été retenu, c'est l'autre modèle. Un capitalisme vorace, cupide, et son richesse aussi, c'est tout le temps plus riche, et l'équité dans le partage des richesses n'est pas aujourd'hui présente en Tunisie, d'où les difficultés économiques, d'où les difficultés politiques. Et nos enfants sont en train de vivre ces problèmes tous les jours, mais je reproche aussi à nos enfants quelque chose. Lorsqu'on avait leur âge, on n'avait aucun soutien. On se bagarrait pour pouvoir réussir. Le monde bouge et vous aurez forcément dans votre vie professionnelle à apprendre des langues, à voyager, à découvrir ce qui se passe ailleurs, à accueillir des gens venus d'ailleurs. Donc adaptez-vous à l'international. Et puis la troisième culture indispensable aujourd'hui, c'est la culture informatique. Culture informatique pour laquelle notre génération, la nôtre, chers collègues, n'a pas été forcément préparée, mais qui est aujourd'hui un élément incontournable du progrès.
Au-delà de l'acquisition de cette triple culture, si des établissements comme le vôtre ont le succès qu'ils ont, c'est sans doute qu'ils le méritent parce qu'ils ont pigé ça. Et non seulement ils l'ont compris, mais ils le mettent en œuvre au quotidien. Ne jamais diviser, toujours fédérer, toujours chercher ce qui rapproche. Et puis le deuxième point, c'est voir loin, mais rester proche. Voir loin, toujours anticiper. Anticiper les opportunités, anticiper aussi les emmerdements. Donc les trois cultures, ça reformule d'une autre manière ce que vous avez parfaitement dit, monsieur le directeur. Et ces deux principes, alors ils ne sont ni de gauche ni de droite, hein. Mais je pense que ils peuvent résumer beaucoup de choses. La solution ne serait pas donc le choix de la décroissance, mais une décroissance orchestrée, planifiée et contrôlée. Pas que la décroissance soit la solution. Je vais vous dire pourquoi. C'est précisément parce qu'il y a dans le monde aujourd'hui et dans nos pays, nos propres pays, tellement de retard à combler encore, tellement de gens qui n'ont pas de quoi vivre décemment, tellement de travail à faire pour embellir notre vie quotidienne, pour assurer une plus grande sécurité, un plus grand confort. Il y a tellement à faire que il faut pour ça de la croissance. Faut créer. On ne peut pas répartir de la richesse qu'on n'a pas. Comment voulez-vous répartir mieux si vous avez moins à répartir? Si vous permettez, mais je vous en prie. Je disais par pays, par moment, et quand je dis orchestré, c'est aussi dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est orchestré, c'est par rapport au temps. C'est pour ça que je disais aussi c'est planifié. Moi je dirais que planifié ou pas planifié, d'abord on est dans une économie de marché sauvage, et pour planifier ça, au moment où les GAFA dominent les gouvernements et on n'arrive même pas à leur faire payer un centime d'impôt, c'est compliqué de planifier. Hein. Qui est-ce qui va planifier? Qui est-ce qui a l'autorité, le pouvoir de planifier Google? Vous le trouverez, vous? Vous l'avez inventé? Moi, je ne l'ai pas inventé encore. Oui, non, mais attendez. Mais non, il y a trop à faire encore aujourd'hui pour se permettre de dire on crée des politiques délibérées de décroissance. Ce qu'il faut, par contre, c'est une autre croissance.